Être médecin, pour vous, ça signifie quoi? C'est une bonne question. Ça signifie avant tout être là pour les autres. Je pense que c'est avant tout cette volonté de vouloir sauver des vies. D'être là pour les gens, de pouvoir les aider. Dans les situations complexes. Dans les moments difficiles pour eux. De contribuer à la qualité de vie des patients. Idéalement de les aider à aller mieux et puis sinon de les accompagner. Et ce que vous découvrez aujourd'hui, que vous êtes médecin, ça correspond un petit peu aux attentes que vous aviez? Ça dépend dans quel service on travaille. Non, alors c'est quand même différent. Il y a eu des moments qui étaient quand même plus compliqués que ce à quoi je m'attendais. On est prêt à cette idée de don de soi. Ça, on n'a pas le problème. Mais on ne fait pas de don de soi 8 heures par jour devant l'ordinateur. On a quand même un nombre croissant de médecins déjà qui quittent la profession, de médecins qui se posent la question de quitter la profession et même des étudiants en médecine qui se demandent s'ils vont aller jusqu'au bout et s'ils ne vont pas changer de trajectoire. On se dit effectivement il y a un décalage entre l'idée qu'on s'en faisait et la pratique. C'est pas du tout être médecin comme on l'a imaginé. Donc les transmissions pour le 51, vous nous avez transmis Madame G pour un enjeu CT qu'elle n'a pas eu sur la soirée. Très bien. L'autre chose, il y a une entrée, Monsieur S, un patient de 60 ans qui est connu. C'est ainsi que commencent les journées d'Anna, la plupart du temps. La transmission entre l'équipe de nuit et celle qui prend le relais. Anna est médecin assistante aux hôpitaux universitaires de Genève. Elle a achevé ses 6 ans d'études et passé l'examen fédéral qui lui octroie le droit de pratique. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu être dans le soin, puis la science et puis la médecine, tout ça, ça m'a toujours intéressée, j'ai jamais voulu faire autre chose. Je souhaite faire la néphrologie, la médecine des reins, notamment en milieu plutôt académique, pour dans l'idée voilà, de faire un peu 50% recherche, 50% clinique. Il est à peine 8 heures, passage au colloque quotidien qui fait partie de sa formation. On parle très souvent d'une pénurie en particulier de médecins généralistes. Les étapes de la journée s'enchaînent à toute vitesse. 3 quarts d'heure plus tard, place au huddle, la réunion des intervenants de l'unité. Du coup, zone 1, on a 6 patients sur 8. Anna travaille à l'étage de la médecine interne, le service le plus important des HUG. Alors en zone 1, à la 501 porte, on a une Madame G qui a une masse pancréatique retrouvée à l'IRM qui est en attente de RCP qu'elle aura lundi. Comme tous les médecins assistants, elle exerce son nouveau métier sous supervision d'un chef de clinique. Juste la RCP, ils l'ont pas fait hier parce que... Parce que pas de place. Et aujourd'hui, ils font pas de RCP. Non, pas de RCP, ce sera lundi. Il n'y a pas d'urgence, parce qu'elle est toute jaune, elle a quand même pas mal de lignes. Ça, faut qu'on regarde. Puis, c'est la préparation de la visite en chambre. Les apparences sont trompeuses, la journée ne fait que commencer. Et Monsieur S, il a fait de la fièvre sur la nuit ou pas? Oui. Combien? 39. On doit tout documenter, et puis c'est bien de le faire au fur et à mesure, sinon on prend du retard sur la journée. Il y a vraiment tout qui est centralisé sur l'ordinateur en termes de paramètres, problèmes actifs, le laboratoire, l'imagerie, tout est vraiment centralisé là-dessus. Idéalement, ce serait bien d'avoir un petit peu plus de temps pour discuter avec les patients, demander un petit peu quelles sont leurs attentes, et puis aussi avoir un peu plus de temps pour cadrer les discussions, prévoir le retour à domicile. Mais voilà, c'est vrai qu'on a quand même une charge de travail qui est assez importante, et puis qui ne permet pas nécessairement de le faire... assez, c'est vrai. C'est très très minuté, non? C'est très organisé là. C'est vrai. Évoluer en médecine interne revient donc à accepter de passer moins de temps avec les patients que devant son écran, même si le travail sur ordinateur concerne aussi les personnes hospitalisées. On doit mettre à jour les problèmes actifs des patients, noter ce qui a été fait comme examen, le diagnostic différentiel auquel on pense, et puis la prise en charge à faire, les petites choses qui restent à prévoir pour la suite. C'est vrai que c'est là qu'on passe finalement le plus de temps. Et du coup, à Jeun, t'as mis dimanche soir? Ouais. Super. Maxime est médecin assistant depuis 4 ans. Actuellement à Fribourg, il a connu plusieurs hôpitaux et est bien malgré lui familier avec les horaires marathons. J'avais des semaines qui oscillaient entre 70 et 80 heures. C'est normal de travailler autant dans ce milieu? C'est normalisé.
Après, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas si c'est normal, non, je pense pas. C'est un peu le côté où on culpabilise les gens de faire des heures sup. C'est parce que tu n'es pas assez efficace, tu fais des heures. Effectivement, en début de carrière, on est moins efficace à l'étage, on est moins efficace avec les patients, on est moins efficace à la visite, donc forcément on fait des heures en plus. Donc c'est indéniable qu'avec l'expérience, on gagne un peu sur ces heures en plus, mais c'est pas uniquement ça le problème. Mon patient, c'est pas un classeur que je range dans un coin que je reprends demain là où j'en étais. Enfin, c'est un être humain derrière, donc on peut pas juste partir plus tôt. Convoqué pour la visite technique de sa voiture, sa difficulté a été de trouver un moment de libre. Est-ce que vous avez laissé les clés à l'intérieur? Non, c'est une keyless, mais je vous les prends volontiers. Voilà, merci bien. Je fais un petit tour du bâtiment. Vous pouvez déjà m'attendre vers les portes 2 ou 3, si ça va pour vous. D'accord? J'arrive tout de suite. À tout à l'heure. J'ai reçu une convocation pour début du mois de février, mais ça ne jouait pas parce que je travaillais, donc j'ai demandé à reporter au prochain jour de congé que j'avais. Enfin, là, je récupère des heures supplémentaires, donc ça tombe bien. Vous en avez beaucoup des heures supplémentaires? J'en avais, j'étais autour de 100, 150. Donc là, j'ai 3 semaines de récupération qui sont en fait ces heures supplémentaires. Il faut encore scanner les documents. Donc c'est valable pour 2 ans supplémentaires même. Excellent, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci bien, pareillement, au revoir. Au revoir. J'aime profondément ce que je fais, mais il y a le moment de transition où je suis passé des urgences, où on voyait énormément de patients, on ne faisait pas trop de paperasse, le strict nécessaire en fait. Mais le but c'était de voir les patients, de les examiner, de parler avec eux et puis de les traiter. Quand j'ai fait la transition vers l'étage de médecine interne, où on faisait des heures à en plus finir à cause de la paperasse. Et là, oui, j'ai eu un moment de désillusion. J'ai accumulé les heures supplémentaires, j'ai accumulé gentiment la frustration, la fatigue, au point qu'à un moment donné, tous les matins, une première chose que je faisais en arrivant au travail, c'était d'ouvrir le fichier Word avec ma lettre de démission, la lire de haut en bas 2-3 fois, et finalement me dire non, pas aujourd'hui, fermer le fichier, le laisser dans un coin de mon bureau, et puis commencer ma journée. Ça a duré combien de temps? 3 mois. 3 mois pendant lesquels j'étais plus irritable, plus fatigué. Mes collègues disaient que j'avais perdu mon sourire. Ouais. Les deux qui sont seuls dans les chambres, la 1 et la 2. Très valorisée socialement, la profession de médecin ne fait plus autant rêver qu'avant. 1 médecin sur 10 quitte la profession prématurément. Chez les médecins assistants, la tendance s'aggrave. 22% envisagent d'arrêter le métier. Et chez les étudiants, c'est encore pire. 34% pensent renoncer après leur premier stage de pratique à l'hôpital. Bien qu'en minorité, les étudiants militants souhaitent réformer le système en profondeur, le rendre plus humain, accessible et équitable. Est-ce qu'on a une nouvelle date pour le chef de service de médecine de première cour pour son interview à lui? Oui, on avait. Les conditions d'aujourd'hui ne leur conviennent pas. Pour chaque étudiant, c'est très personnel justement. Mais à nouveau, quand on est confronté à la réalité, quand on voit des médecins internes épuisés, éreintés par leur journée, toutes les charges administratives, c'est là qu'on prend réellement conscience de ce que c'est être médecin. Et effectivement, en fait, on peut se faire du souci pour la suite de notre parcours. Effectivement. On peut appeler ça une désillusion parce que nous, on s'attend à soigner des gens, en fait. C'est ça pour nous, être médecin. Les étudiants de médecine, on sait tous que les études sont difficiles et que le métier l'est encore plus. Ça, c'est pas le problème. Faire des heures supplémentaires pour justement voir plus de patients, c'est une chose. Mais on ne s'attend pas à devoir dicter, redicter, encore réécrire certaines informations dans 3 formulaires différents pour les assurances, pour le logiciel informatisé, pour la facturation. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui en fait, on a l'impression, n'ont pas leur place dans notre métier. Être médecin, c'est certainement pas passer 8 heures par jour devant un écran et faire 3 heures par jour avec ses patients pour un total de plus ou moins 11 heures. C'est pas juste une organisation. Cette activité devant l'écran peut-elle conduire à une perte de sens chez les jeunes médecins? Une question récurrente que le directeur médical des HUG connaît très bien. Arnaud Perrier enseigne à la fac de médecine depuis près de 40 ans. On cite souvent la charge administrative du métier.
mais je ne suis pas sûr que ce soit l'explication la plus convaincante, même si il faut tout faire, bien entendu, pour tenter de la diminuer. Je pense quand même que dans les choses plus profondes, il y a peut-être une désillusion par rapport au rôle social du médecin qui était plus valorisé avant. Il y a la prise de conscience que les exigences des patients sont devenues beaucoup plus élevées. Et puis, il y a aussi, je pense, et ça c'est sociologique, une moins grande résistance, et c'est sans aucun esprit de jugement, mais par rapport au contact quotidien avec la souffrance d'autrui, et parfois aussi à la mort. Il y aurait un effet générationnel, selon vous? Je pense, oui. Pourtant, le mécontentement ne date pas d'hier. En 1976 déjà, une manifestation inédite était lancée par des médecins assistants se plaignant de leurs conditions. En janvier dernier, à Genève, des médecins assistants manifestaient pour obtenir une meilleure définition de leur statut professionnel et social. La pièce dans laquelle nous nous trouvons est pour vous une salle de garde? On appelle ça plutôt un secrétariat, c'est-à-dire c'est peut-être bien 50% de la journée qu'on passe ici à taper les dossiers, et au fond, cette partie administrative prend énormément de temps. Ouais, j'avoue que 50%, c'est un peu... Enfin, si nous, on pouvait avoir 50% de partie administrative, on serait content. Parce que c'est plutôt 80. Donc je pense que, effectivement, par rapport aux heures de travail qu'ils faisaient à ce moment-là, on en fait moins. Tout en dépassant quand même régulièrement la loi sur ce qui est prévu par la loi sur le travail. Mais par contre, le travail administratif a explosé. Et ça pèse beaucoup dans la balance. Céline de Havet représente l'AMIG, l'Association des médecins d'institution de Genève. Une antenne cantonale en phase avec un mouvement d'ampleur nationale visant une meilleure valorisation du travail des médecins assistants. Souvent, les médecins ont l'impression que leur travail n'est pas reconnu. Un exemple tout simple, c'est qu'il y a très peu d'endroits où est implémenté l'enregistrement du travail effectif. Et donc rien que ça, le fait qu'on ne peut pas enregistrer les heures de travail qu'on fournit, s'apparente à une absence de reconnaissance de ce travail. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas déclarer les heures supplémentaires, ou même où on nous décourage à déclarer les heures supplémentaires. Et donc évidemment, ça déroge complètement à la loi sur le travail. C'est vrai. C'est vrai. Alors je distinguerais quand même l'esprit de la loi et la lettre de la loi. La lettre de la loi, elle est quand même bien compliquée pour l'organisation d'une activité qui est 24/24, 7/7 et qui se fait avec des humains, et non pas avec des machines. C'est plus facile à appliquer dans une fabrique de montres que dans un hôpital. Mais l'esprit de la loi, et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que la loi a été faite, c'est de ménager la santé des collaborateurs. Et de ce côté-là, il faut reconnaître qu'on n'y est pas encore complètement. De son côté, Anna ne se plaint pas de ses journées de travail. Avec le temps, elle a trouvé un rythme et la manière de s'adapter aux conditions. Vous me disiez que vous étiez un tout petit peu fatigué, mais sinon, ouais. Globalement... J'ai de nouveau mal dormi. C'est vrai? Alors, la prise de sang de ce matin, c'était super bien parce que le rein s'est vraiment bien remis. Du coup, aujourd'hui, on va reprendre un des traitements qui protège le cœur. Vous voyez rentrer à la maison? Oui. Ouais. On peut envisager ça pour le début de semaine? Vous gérez tout? Tout, ouais, tout moi. Ma femme, elle gère. Voilà. Et moi, je suggère. D'accord. Bonne journée à vous. Tout à l'heure, bonne journée. Globalement, je pense que j'ai eu plutôt de la chance. J'ai pas eu de grosses périodes de difficultés. Je pense qu'il faut favoriser une culture de bien-être au travail, ça semble assez évident, pour éviter que les médecins soient eux-mêmes stressés. C'est assez clair que c'est néfaste que le médecin lui-même soit dans une situation de stress pour la prise en charge des patients. Les médecins assistants ne sont pas partout confrontés aux mêmes conditions qui varient en fonction des hôpitaux ou des chefs de service. Pour Émilie, qui travaille aujourd'hui à Bienne, ça se passe plutôt bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 4 ans d'expérience, elle a connu plusieurs institutions et des situations difficiles. Son amie Héloïse travaille dans les ressources humaines, elle n'en revient pas. J'essaie de trouver du temps libre pour faire des balades avec des amis, pour voir ma famille, aller boire des verres, des cafés. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
On met un peu sa vie privée entre parenthèses. Oui, absolument. Absolument. Peut-être pas dans tous les postes, pas dans toutes les spécialisations. C'est peut-être pas pareil partout, mais globalement, oui. Ouais. J'ai pas eu une seule fois où je me suis dit, tiens, elle a des horaires normaux. Je crois que, ouais, il y a peut-être des fois où tu avais congé le week-end, mais les horaires de la semaine étaient fous, quoi. On est un petit peu au bout du rouleau. Il y a aussi de plus en plus d'arrêts maladie pour burn-out. Et puis on en parle beaucoup entre nous et on voit parfois des collègues qui vont pas du tout bien, voire qui pleurent dans le bureau. C'est difficile d'en parler, on a peur d'être jugé, d'avoir l'air faible, d'avoir l'air pas assez motivé. Et puis, je pense qu'on a tous un peu cette image de médecin presque super-héros qui peut tout faire, qui peut tout gérer, qui est jamais fatigué, qui est jamais triste. Et c'est extrêmement dur d'aller à l'encontre de cette image-là. Et puis c'est clair qu'on est moins performant quand on est fatigué, ça c'est clair. Et puis en médecine, une toute petite erreur peut avoir une conséquence dramatique. Il suffit de prescrire le mauvais médicament, le mauvais dosage, et puis ça peut avoir des conséquences mortelles. Signe que le risque est bien réel, le témoignage qui va suivre, dûment vérifié, a été livré sous le sceau de la confidentialité. Il s'agit d'un médecin assistant faisant ses premiers pas en chirurgie dans un hôpital périphérique. J'ai très mal vécu ma première année en tant que médecin. Entre des horaires affreux, des actes parfois dangereux, réalisés sans supervision disponible. Et ce, quelques mois seulement après la fin de mes études. Une semaine, nous étions au bloc opératoire le jour, de piquet la nuit et seul le week-end pour l'ensemble des patients du service de chirurgie. J'ai travaillé 90 heures en une semaine, en ne comptant évidemment que les heures réelles de travail. Le compte est de plus de 100 heures en réalité. Il m'est régulièrement arrivé de faire des nuits blanches au travail durant cette semaine de piquet et de me retrouver à aller au bloc le lendemain matin en n'ayant rien dormi et de somnoler ou de lutter contre le sommeil avec des instruments dans le ventre ouvert d'un patient. Les jeunes médecins ne connaissent pas tous ces difficultés, mais cette souffrance au travail n'en est pas moins une réalité. Les enquêtes menées par les associations d'étudiants et de médecins traduisent toutes une vocation en crise. Depuis un certain temps, je ne vois plus le sens à mon travail. Je perds patience et j'ai peur de faire des fautes. Je me demande si je veux véritablement continuer la médecine. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vous remercie d'avance. Des lettres comme ça, vous en recevez beaucoup? Oui. C'est la plupart des demandes, c'est dans ce sens-là. Quelquefois, c'est plus dramatique. J'en peux plus. Je ne sais pas. Je peux plus supporter. Je suis en arrêt de travail, mais je ne sais pas pourquoi et où ça me conduit. Je suis en détresse. C'est très problématique. Psychiatre à Genève, Franco Gusberti est membre du réseau Remède. Déployé au niveau national, ce réseau est constitué de praticiens qui s'engagent à aider leurs collègues en détresse. Quand les médecins ont besoin d'un médecin. Chaque année, le nombre de médecins qui font un appel d'aide dans une situation d'urgence, de crise, augmente. C'est souvent un épuisement, des symptômes de dépression, ce qu'on appelle burn-out. Ce n'est pas un diagnostic, mais c'est quelque part une décompensation majeure. Difficultés de concentration, difficultés de mémoire, manque de motivation, idées noires qui peuvent aller jusqu'à des idées de suicide dans ce sens-là. Ou, ce qui est très présent, beaucoup de médecins que je vois se posent la question, est-ce qu'ils restent dans ces professions-là, quitter la profession. Et là, ça conduit à une pénurie, pas seulement des médecins, aussi d'autres soignants. Les infirmiers, par exemple, et ce qui met tout le système encore plus sous pression. C'est très impressionnant que déjà des étudiants se disent « bon, on fait les études, mais ensuite on fait autre chose ». C'est très préoccupant, ça me touche comme médecin, ça je trouve, comme ça, il faut changer quelque chose. Changer quelque chose, c'est bien la vie d'Émilie qui a parfois dû se battre pour apprendre son métier.
Dans certains services, il faut mériter sa place, il faut mériter d'aller sur certaines interventions, de pouvoir s'occuper de certains cas ou faire certaines rotations. Mais comment on fait pour mériter quelque chose quand on est justement en formation et qu'on est là pour apprendre? En essayant d'être le meilleur assistant possible, en étant le plus efficace possible, en évitant justement de se plaindre trop, parfois en évitant de trop noter ses heures sup. Je pense que la charge de travail, il faudrait vraiment qu'elle diminue. Et puis aussi dans certains services, améliorer l'ambiance de travail parce que ça peut être extrêmement dur de la part aussi de certains chefs, de la hiérarchie. Et on peut facilement recevoir des insultes. Et ça peut être encore complètement banalisé. Ce genre de choses qui peuvent éventuellement casser une carrière? Ah, complètement. Complètement. Surtout chez des jeunes, finalement. On casse des vocations. Alors, à chacun sa manière de trouver un équilibre. C'est un métier où on a beaucoup de pression, on doit gérer beaucoup de situations compliquées. Moi, l'équilibre, c'est d'aller faire du sport, me fatiguer aussi physiquement et pas juste mentalement. Avec notre rythme de travail, souvent, on se retrouve à plus avoir le temps pour ça, à perdre cet équilibre. Et je pense que c'est un des facteurs qui conduit à l'épuisement, à la moins bonne tolérance des conditions de travail. Maxime, Émilie, Anna, des expériences diverses et parfois une confiance dans l'hôpital à entretenir. Pour le citoyen, l'enjeu est important. La population vieillit, les besoins augmentent. Il n'est donc pas temps de voir les jeunes médecins quitter la profession. De surcroît, le cursus complet de 6 ans d'études coûte 720 000 francs par étudiant à la collectivité. Si vous formez 100 étudiants et puis qu'il y en a 34 qui arrêtent, en fait, les 34 fois 720 000 francs investis, ils sont perdus, en fait. Alors, rien n'est jamais perdu parce qu'on développe des compétences, mais si on prend juste un argument purement financier, qui souvent est un argument qui a le plus de poids, il faut que ça change. Et puis, en fait, il faut que ça change plus vite que ce que c'est en train de changer. Donc il faut vraiment continuer à réfléchir à comment améliorer tout ça pour garder aussi les médecins à l'hôpital. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup.